Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire de Laetitia et sa famille. Ils vivaient avant à Bordeaux, ils avaient une vie plutôt paisible avec leurs enfants, tout roulait bien, peut-être trop bien. Ils ont décidé de tout quitter à un moment où dans leur vie professionnellement ils étaient au top pour vivre une aventure exceptionnelle. Ils partent donc 6 mois sur les routes en sac à dos avec leurs 2 enfants parcourir des pays qu'ils avaient encore jamais découverts auparavant. Mais leur but ultime était de finir cette aventure en posant leurs valises sur une île. Challenge relevé puisque c'est en Polynésie française qu'ils décident de s'installer et de scolariser les enfants. Laetitia aujourd'hui nous raconte leur parcours et comment ils en sont arrivés là et où ils en sont aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Émilie. Je suis heureuse de t'accueillir. Moi, je suis ravie d'être à ton micro ce matin pour parler de cette expérience de voyage. Ça va être super sympa. En plus, pour les auditeurs, on enregistre en direct parce que Laetitia habite à Madrid et du coup, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un en direct. Donc, c'est une nouvelle expérience. Donc, est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter et présenter ta famille ? Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 petits garçons et je suis sur le point d'avoir un 3e enfant. On est arrivé à Madrid en 2020, après le Covid, et après un long périple de 24 mois qui s'est fait entre un voyage, un très long voyage de 6 mois, 18 mois passés en Polynésie française. Donc peut-être d'abord commencer par parler du tour du monde et après de l'expatriation pour essayer de ramener dans le temps. Pour le tour du monde, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'organisation des pays, etc., est-ce que tu peux nous expliquer comment ça vous est venu l'idée de partir, de tout claquer comme ça pour vivre ce projet ? Alors c'était une envie qu'on avait avec mon mari à l'époque. Moi, pour la petite histoire, j'ai grandi dans une famille expatriée depuis ma naissance. On a pas mal bougé, et notamment au Canada. Et j'avais envie de faire vivre cette expérience à l'étranger à mes enfants. On a décidé de partir à une période de notre vie où professionnellement les choses fonctionnaient très bien. Mais il nous manquait quelque chose, on s'est dit que c'était le moment. Donc mon mari a vendu les parts de sa société. Et moi, j'ai arrêté mon activité, mis en suspens mon activité. On a fixé en fait une date de départ et on s'y est tenu. Et cette date n'était pas prévue très 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 longtemps à l'avance parce que finalement, on a acté un départ 8 mois auparavant. D'accord, c'est 8 mois juste pour préparer la logistique, mettre des sous de côté. Alors financièrement, comment ça s'est organisé ? Donc le fait de vendre les parts de société nous ont aidé à financer le projet. On a la même année, un mois avant notre départ, on a décidé de se marier. Donc c'était une année un peu chargée en projet. Notre cadeau de mariage a permis également de financer, je reviendrai sur le détail de ça, une partie de notre périple. Et donc le troisième mode de financement, c'était des économies qu'on avait depuis pas mal de temps. Parce que le voyage a toujours été pour nous la première source de dépenses, projet de vie. Donc on va dire que ça s'est réparti en 3 modes de financement. Et 8 mois pour acter la date et acter les grands points de chute, mais pas vraiment plus dans le détail. Ouais, vous aviez juste déterminé les pays, par exemple ? Voilà, exactement. On s'est fait aider par une agence de voyage spécialisée dans les tours du monde. Même si c'était pas vraiment un tour du monde au sens strict, parce qu'en fait, on avait un billet de départ, mais on n'avait pas de billet retour sur la France. C'est quand même étrange, quand je t'écoute parler, de tout plaquer. Justement, quand tout va bien, les autres familles, c'est souvent, on était à un moment de notre vie où ça allait pas, on se sentait pas bien, etc. On a tout claqué pour remettre un peu les compteurs à zéro. Et vous avez fait l'inverse. Oui, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens parce qu'on était propriétaire de notre appartement à Bordeaux. Puis professionnellement, tout roulait bien et les gens nous ont dit « mais vous êtes un peu fou, vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous allez retrouver ». Effectivement, on en avait confiance.
Mais je pense que c'est dans notre ADN de partir un peu à l'aventure en disant ok, on quitte ça, qu'est-ce qu'on va retrouver? On ne sait pas, mais ce sera peut-être encore mieux, peut-être moins bien, ce sera peut-être difficile. Mais on était prêt à vivre cette expérience et la faire vivre à nos enfants. Et on se disait, bah, de toute façon, si ça tourne mal, au pire, on rentre et on recommence. C'est un peu cette philosophie-là qui nous a partis relativement sereins en fait. C'est vrai que souvent on a tendance un peu à dramatiser le et si ça se passe pas bien, et si, et si, et si. Et en fait on grossit un peu le point noir alors qu'en vrai bah, tu reviens et tu reconstruis ce que tu avais construit 10 ans avant. Enfin, exactement, ça peut être dur d'avoir un retour en arrière, mais moi je pars toujours du principe que si les choses tournent mal, ben, c'est juste un billet d'avion et on rentre. Et on a croisé dans notre périple des personnes à qui ce type de voyage ne correspondait pas et qui sont venues, qui ont fait marche arrière. Et c'est ok, en fait, je pense qu'il faut juste relativiser. Il faut par contre accepter l'idée que tout va pas être simple, tout va pas être facile. Mais à partir du moment où on a ça en tête, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Et du coup, déjà quand vous avez annoncé votre départ, vous saviez que vous alliez enchaîner sur une expatriation après? Alors effectivement, notre deuxième projet, parce qu'on avait deux projets, le premier c'était de faire ce grand voyage et le deuxième c'était de vivre une expérience de vie sur une île. On n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la Polynésie, hormis quelques photos, voilà. Donc c'était pas plus renseigné que ça. On avait auparavant, les années auparavant, bourlingué dans pas mal d'îles françaises et notre choix s'était arrêté sur aucune d'entre elles. Donc il nous restait notamment la Polynésie et la Réunion, l'île pas fait. On y allait un peu à l'aventure, c'est-à-dire que on aimait, on y restait, on n'aimait pas. Bon, bah, on aurait peut-être changé nos plans. On s'était aussi mis dans l'idée qu'on pourrait s'installer sur un des pays qui faisait partie de notre itinéraire si on avait un coup de cœur. Si on revient sur l'organisation du Tour du Monde, vous passez par une agence, vous déterminez vos pays. Est-ce que tu peux me citer un peu les pays que vous avez choisis et pourquoi? Oui, alors on a éliminé deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Moi j'ai vécu en Afrique et j'avais visité déjà pas mal de pays. L'Amérique du Sud également. Il fallait voilà, faire des choix, financièrement aussi parlant. Donc cette agence de voyage, on a monté les grands points de chute, donc on a acheté les vols long courrier. On a commencé par les États-Unis, on a poursuivi sur Hawaï. On est parti ensuite sur le Japon. On a fait l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande et on a terminé par la Polynésie. Donc on avait ces gros points de chute, mais on n'avait pas l'itinéraire, les détails de ce qu'on allait faire à l'intérieur. D'accord, ça c'est venu après, quand vous arrivez dans le pays, c'est à ce moment-là que vous avez déterminé l'itinéraire? Voilà, effectivement, alors un petit peu en amont, mais très rapidement. Et en fait, en arrivant dans chaque pays, on s'est dit, ok, quel va être l'itinéraire en fonction de la saison, du budget qu'on avait décidé de s'octroyer, des opportunités qu'il y avait, parce qu'il y a par exemple, aux États-Unis, on a retrouvé des amis chez qui on a été hébergés. Par rapport aux opportunités, aux personnes qu'on a croisées, on a orienté le séjour localement. On a également, dans le périple, retrouvé, et ça c'était une expérience très chouette, à un moment donné, une de mes sœurs dans un pays et mon frère dans un autre, pour partager en fait ce moment, et ça c'était une expérience assez géniale. C'est super sympa du coup de vivre une petite parenthèse comme ça. Oui, familiale, c'était très chouette. Au niveau des pays que vous avez choisis, alors dans l'image qu'on se fait, j'ai l'impression que c'est quand même des pays qui sont assez onéreux au niveau du budget. Ça vous a pas posé problème? Est-ce que vous avez des surprises, des moins bonnes surprises? Comment ça s'est organisé? Alors oui, effectivement, sur le papier, il y avait pas mal de pays qui demandaient un certain budget. On a eu des bonnes et des mauvaises surprises, des attentes qu'on avait sur des pays, et on a été voilà, bien ou mal surpris. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays où on avait une attente énorme. D'un point de vue budget, on a trouvé que c'était un pays très cher. On s'est trompé dans le choix à l'époque parce que nos enfants, le plus petit avait 3 ans et demi, l'aîné 7 ans. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est magnifique quand on peut grimper, faire beaucoup de marches. Et en l'occurrence, avec 2 enfants en bas âge, c'était assez compliqué. Donc on est un peu resté sur notre faim à ce niveau-là. Contre toute attente, le Japon, qui était un pays dont on nous avait dit c'est très très onéreux, il s'est avéré que c'était loin d'être le pays le plus coûteux. Au niveau des enfants, ça a été une expérience incroyable. L'aîné en a un souvenir, c'était son pays coup de cœur. En fait, on n'avait pas vraiment... On avait des attentes, mais on s'était renseigné sans trop avoir d'avis parce qu'on avait envie de se faire notre propre avis. Et d'ailleurs, j'ai commencé à regarder pas mal de blogs dans chaque pays.
J'ai mis un peu le holà là-dessus parce que des fois, c'est un peu comme quand on achète un guide touristique et on passe sa journée avec le nez. Finalement, on oublie de regarder ce qui se passe autour de nous et on se laisse plus porter. Et on a décidé à un moment donné, fallait juste suivre notre instinct et pas effectivement prendre trop d'avis parce que les avis sont tellement partagés. Et même moi, je me rends compte a posteriori quand je recommande des endroits à des personnes, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Et il peut y avoir une déception pour certaines personnes, ou à contrario, un moment de surprise positif. On y est allé un peu en naviguant comme ça, en se disant, bon, on verra bien, et à organiser beaucoup au jour le jour. Un voyage comme ça, c'est une vraie entreprise. C'est une vraie logistique. Ça peut paraître un peu curieux de dire ça, mais à un moment donné, on ressent une certaine fatigue au quotidien parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va loger, où est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va visiter, respecter les rythmes des enfants. On a besoin de faire une pause dans ce voyage, des sortes de vacances. On l'a fait à un moment donné, on avait besoin de plus réfléchir. Tu es saturée en charge mentale, tu te rendais compte que tu vivais plus ton voyage tellement tu étais épuisée par la logistique. Voilà, au bout d'un moment ça devient un petit peu ça, ouais. C'est vrai que changer de lieu tous les jours avec les enfants, faire les bagages, c'est crevant, même si on est parti vraiment très light, c'est-à-dire qu'on avait 2 sacs à dos pour 4. On a appris à vivre avec le minimum et c'est vrai que ça fait un bien fou. Donc à ce niveau-là, c'était quand même assez simple. On avait beaucoup, on a bien simplifié les choses. Mais le fait de devoir se projeter en permanence, s'occuper de la logistique, parce qu'en fait, entre les grands points de chute, on n'avait pas prévu ni acheté toutes les connexions intérieures dans le pays, que ce soit les trains de nuit, les vols, les locations de voitures, les locations de camping-car, etc. Tout ça, en fait, ça s'est fait sur le moment. Même si on n'a pas besoin d'anticiper énormément, il faut quand même préparer. Ouais. Et du coup, maintenant, avec du recul, après ces quelques années, est-ce que tu t'organiserais de la même manière ou tu ferais un petit peu différemment? Je pense que je pratiquerai la même méthode parce que j'ai bien aimé ce côté où on s'est laissé porter. Il y a des endroits, par exemple, où on avait l'intention de rester 24 heures, on y a passé une semaine. Et l'idée de ne pas avoir booké en avance permet une certaine flexibilité et une certaine liberté. C'est ce qu'on cherche quand on fait un voyage comme ça, c'est vivre un peu librement, sans contrainte. Et je pense que de trop planifier, ça peut frustrer à un moment donné. Il y a, à contrario, un pays, notamment je pense au Laos, où on avait planifié un temps limité. Et on a regretté, on s'est dit mince, on aurait dû rester plus longtemps. Je pense que si on devait refaire cette expérience, on espère un jour refaire d'ailleurs, eh bien on planifierait pas plus que les grands points de chute et on se laisserait un peu porter. T'es pas du genre à te faire une bullet point de la liste des choses à voir dans les pays? Alors, on avait, je me souviens même plus si on avait des guides papier, si on en avait quelques-uns. Mais on a voyagé tellement léger qu'on avait le minimum. Oui, on avait des grands points d'intérêt. Pour revenir un peu sur le budget, on a une partie de notre voyage qui a été financée par notre mariage. Et on avait associé à chaque invité une expérience qu'on a vécue. C'est-à-dire que on avait des invités canadiens, par exemple, et qui avaient un attrait énorme sur les États-Unis. Donc, on associait un cadeau, une expérience, par exemple, un survol du Grand Canyon, c'était leur cadeau. Des amis qui étaient passionnés par le Japon, on a fait une expérience au Ryokan, c'était leur cadeau et on les a remerciés en fait. Carte de remerciement venait du pays auquel on associait le cadeau. Trop bien, c'est une super idée. On a décidé de faire les choses comme ça parce que les gens, c'était une participation financière et pour marquer un peu les choses et on pensait du coup bien à eux sur le moment. Trop bonne idée, je trouve. C'est concret quoi. Exactement. Nous, ça nous a marqué parce qu'on associe ce moment vécu à telle personne ou tel couple ou telle famille et c'est intéressant de le faire comme ça, ouais. Tu disais que tu voyageais donc très léger. Alors, parce que du coup, tu l'as pas dit dans l'introduction, mais ton activité professionnelle est liée au minimalisme. À quel moment c'est venu en fait, en gros, par rapport à ce voyage? Ce voyage a été un grand déclic dans ma carrière professionnelle, ça a été un tournant. Alors on est parti effectivement avec le minimum parce qu'on ne voulait pas se charger, il fallait qu'on ait les mains libres pour tenir les enfants, notamment le plus petit. Donc ça a été un démarrage, mais en fait au fur et à mesure de l'avancement et surtout finalement l'arrivée dans l'île en Polynésie a créé chez moi un déclic assez important. Je me suis rendu compte qu'effectivement la vie matérialiste qu'on avait auparavant, ça ne nous correspondait plus.
donc sans tomber dans un excès inverse qui est de vivre d'amour et d'eau fraîche. Vivre sur une île, qui plus est très éloignée. Vivre sur une île, déjà, ça a un coût, parce que le fait d'importer des produits a un coût. Mais alors, quand c'est la Polynésie, il est multiplié. Et en fait, cette expérience de vie là-bas m'a fait prendre conscience qu'on pouvait vivre de choses plus essentielles. Donc, je parle plus d'essentialisme que de minimalisme. Et ça nous a permis de revoir un peu nos priorités dans la vie. C'était en l'occurrence pas des priorités matérielles, mais plutôt d'expérience de vie. J'ai décidé effectivement de m'accréditer d'un titre que dispense une japonaise très connue, dont je ne citerai même plus le nom, hein, Marie Kondo, parce qu'elle est reconnue au niveau international, et donc ça me permettait de valider une compétence. Et en fait, j'avais ça en moi depuis des années. Mais là, ça en est devenu, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et d'accompagner les gens dans ce cheminement, arriver à se défaire du poids des objets, de la pollution mentale que peut créer le matériel, et se recentrer sur ce qui est essentiel dans leur vie, et notamment la réalisation de projets, parce que il s'avère que beaucoup de personnes m'ont dit mais tu as de la chance de faire ça, enfin vous avez de la chance de faire ça, et en fait je pense que c'est pas forcément une chance, il faut pas le voir comme ça, ou alors c'est une opportunité qu'on se donne d'accepter aussi de se défaire de certaines choses, de se défaire d'une vie qu'on avait pour en créer une autre. La mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens à arriver à voir qu'ils ont des projets, mais qui peuvent aussi les mettre en place, et leur enlever tout ce qui les obstrue matériellement et qui les empêche d'avancer. C'est hyper intéressant cette vision, et en plus ça montre bien que aussi, c'est aussi une question de choix. Si tu veux une grande maison remplie de beaux objets, ça a un coût. Si tu fais le choix de ne plus avoir ça, de dépenser cet argent-là dans ça, mais dans les voyages ou un autre projet, c'est pas une chance, c'est effectivement, comme tu dis, c'est un choix de vie que tu prends ou pas. Du coup, je voulais rebondir par rapport au Japon. Est-ce que tu penses que le coup de cœur du Japon vient peut-être vient aussi peut-être par leur mode de vie, la culture qui est aussi essentialisme, comme tu dis? Est-ce que tu penses que c'est lié ou pas? Alors, je pense que oui. C'est vrai que j'ai toujours été passionnée par le Japon avant même de connaître ce pays, parce que c'était chaque pays qu'on a choisi de faire, hormis les États-Unis que je connaissais plutôt pas mal, on ne les connaissait pas. On n'y avait jamais été. Et le Japon, effectivement, on a cette image du Japon très minimaliste, mais il faut faire attention, parce que d'ailleurs, curieusement, c'est le pays sur lequel on a eu une très mauvaise expérience, notamment à Tokyo, où on avait loué réservé un Airbnb qui en apparence avait l'air très épuré. Et on est arrivé, c'était un cauchemar. On a dû annuler tout de suite tellement c'était encombré, sale, enfin vraiment très mauvaise expérience. Et cette mauvaise expérience nous a fait rebondir sur une expérience de logement incroyable, pour le coup archi minimaliste. On a vécu à l'époque, sur ce voyage, on a retrouvé ma soeur et son amie. On était 6 dans une chambre de 7 mètres carrés, optimisée à la japonaise. On y a vécu une semaine, c'était un des moments les plus forts de notre voyage. Et en fait, on a cette image du Japon où les gens ont un matelas et puis 3 tasses à thé. C'est pas forcément le cas. Ils vivent dans des petits espaces, tout est bien optimisé. Mais des fois, ça peut être quand même très surchargé. Mais effectivement, ce qu'il en ressort quand même, c'est ce côté d'optimisation. Et moi, ça m'a toujours passionnée. J'adore la culture japonaise. Parce que finalement, il y a ce minimalisme dans tout, même dans l'art culinaire. Cette façon lente de manger avec les baguettes, etc. Quand on voyage dans un pays, c'est intéressant que plusieurs choses soient passionnantes, notamment l'architecture, la partie alimentaire. Tout est simple. Dans un pays où la langue est compliquée à comprendre, où tout doit être traduit, on a d'ailleurs une box de traduction sur nous en permanence. Finalement, tout est simple, ça a quelque chose d'archi reposant. Au niveau des enfants, on sent une certaine sécurité, donc c'est très apaisant. Donc je pense que le Japon cochait plusieurs cases qui ont fait que c'était un vrai coup de cœur. Ouais. Très 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 bien senti dans ce pays, et notre aîné, ça a été également son coup de cœur. Il nous parle de ce pays, ça l'a énormément marqué. En fait, ce contraste entre les moments de zénitude, si je peux dire, passés dans des ryokans ou dans des parcs, et puis cette effervescence dans certains quartiers des grandes villes. Le contraste, il est assez magique. Concernant les enfants, vous avez fait quoi comme choix par rapport à la scolarité? On a décidé de ne pas passer par les cours du CNED.
On a décidé de faire nous-mêmes l'enseignement pendant cette période qui n'était pas non plus extrêmement longue puisque c'est un voyage de 6 mois. On savait qu'en Polynésie, l'école reprenait fin janvier. Donc finalement, on tombait pas mal dans le timing. Ils ont finalement raté un trimestre scolaire, ce qui n'est pas énorme. Et le petit était en maternelle. L'aîné avait passé son CP, donc il était en CE1. Et on a acheté un cahier de maths, un cahier de français. Et puis on a essayé de s'y tenir assez régulièrement pour garder un petit rythme. Mais bon, je ne vous cache pas que dans la réalité, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Suivant les pays, c'est pas très commode. Mais on a continué l'enseignement un petit peu pour qu'il ne soit pas complètement perdu en arrivant en Polynésie. Ce qu'on a fait beaucoup, c'était de prendre des moments culturels avec les enfants, dans des musées, dans des bibliothèques, faire des temps de lecture, notamment au niveau de l'Alliance française. On a pu au Cambodge, au Laos. Je me souviens bien de ces moments-là. Au Japon, il y avait beaucoup dans les musées des activités organisées pour les enfants. Aux États-Unis également, ça a été le cas. Donc on a pris ces moments parce que ça permettait de couper un peu dans le rythme et pour les enfants, de les connecter avec d'autres enfants. Donc on a pas mal consacré de moments là-dessus. Ouais. Hyper bien de faire ça, parce que c'est pas papa-maman qui fait l'école. Exactement. Dans une langue différente en plus. Ouais. Et ça, c'est chouette parce que finalement, il y a moins d'appréhension sur l'apprentissage d'une langue. En fait, les enfants s'adaptent. Il faut avoir confiance en nos enfants. Quand au bout de ce périple, on est arrivé à Madrid, donc le retour à la case départ, retour en France, c'était pas prévu du tout. On est arrivé en Espagne, je fais une petite aparté, mais ils ne parlaient pas espagnol, nos enfants, et on les a inscrits dans une école publique espagnole. Je pense que mon mari était plus angoissé que mes enfants, mais ils se sont très bien adaptés. Et au début, c'est un peu l'instinct de survie. On bafouine quelques mots, et puis en 3 mois, ça se maîtrisait bien. Et puis au bout de 6 mois, ils parlaient quasiment couramment. Aujourd'hui, on croit qu'ils sont espagnols. C'est incroyable. Incroyable. Ils ont cette capacité des vrais éponges. Ah ouais, c'est fou. Et à la fin de ce périple, ils avaient quand même quelques notions d'anglais, le fait de faire un peu des activités en anglais, pouvoir parler en anglais. Très peu, parce qu'en fait, on est vite passé d'un pays à l'autre et effectivement, pas assez resté assez longtemps pour passer à l'apprentissage vraiment concret de l'anglais. Ils ont retenu des mots, mais c'est vrai que l'aîné s'amusait à apprendre dans chaque pays les mots de base, donc en japonais, au Laos, en anglais, effectivement, mais voilà, ça reste des petits mots comme ça. Ouais. Complètement, oui, parce que quand on apprend aussi quelques mots d'une langue, on apprend aussi la culture aussi qui va avec. Les deux sont liés, donc c'est déjà un premier pas. Complètement. Vers l'ouverture d'esprit aussi. Pour l'aîné, c'était français et maths qu'on maintenait, nous, d'un point de vue histoire et géographie. Il a pu apprendre au travers des musées qu'on a visités, au travers de la carte. En fait, on a fait j'avais créé un cahier dans lequel on a raconté très 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 fréquemment ce qu'on faisait dans la journée, ce qu'on a visité, et puis on collait des images, on faisait des dessins. À partir de journaux, on découpait des choses pour se rappeler, pour vraiment marquer dans le temps ces moments. Et ils ont plaisir à revenir sur ces cahiers et se dire « Waouh, c'était super, je ne me souvenais pas qu'on avait fait ça, etc. » Donc c'est un petit peu leur guide de voyage. Ça leur a permis de se repérer un peu dans le temps et géographiquement. Ça a permis d'occuper aussi, parce qu'il y a des moments qui sont un peu longs de voyage. Donc vous faites votre petite parenthèse de voyage et vous décidez de poser vos valises en Polynésie. Comment vous vous êtes organisé à votre arrivée là-bas? Est-ce que vous aviez anticipé les choses? Vous aviez pris un Airbnb et vous avez improvisé? Alors on avait pris un Airbnb, on avait la chance d'avoir des amis rencontrés à Bordeaux qui repartaient sur la Polynésie, donc qui ont été un peu un guide pour nous. Mais on est arrivé en Polynésie, à Tahiti, et on a tout de suite poursuivi pendant 1 mois notre périple sur les îles. Il y a 5 archipels d'îles en Polynésie et il y a beaucoup à voir. Même si de l'extérieur on a l'impression que c'est toujours un peu pareil, une île ça reste une île. Elles sont relativement
différentes toutes, en tout cas entre les archipels. Donc avant de reprendre la scolarité, on a décidé de voyager. Et c'est après ce périple qu'on a scolarisé les enfants, ça a été assez simple. Le choix de l'école, quand vous êtes arrivé, vous avez géré ça? Alors, on a choisi de se poser sur Tahiti, l'île principale, parce qu'en fait, on avait fait effectivement une demande un mois ou deux auparavant, c'était assez simple. Et puis, professionnellement, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, combien de temps on allait rester. Rien n'était vraiment calculé. On s'est dit peut-être que sur Tahiti, on aura plus d'opportunités. Effectivement, on a eu des opportunités. Je travaillais professionnellement, moi dans mon domaine, et Richard, mon mari, a décidé de se lancer dans une activité culinaire. Mais on n'a pas fait forcément en fonction des enfants. Tout est très petit là-bas. Donc on vit pas de la même manière en fait. Et on n'a pas les mêmes contraintes logistiques. On les a inscrits, on s'est dit on verra. Ouais, il faut se laisser porter aussi. Hein, c'est un peu laisser porter. Ouais. Parce que c'est vrai nous on s'imagine aussi le schéma français ou même espagnol de dire... Voilà, on se pose ici, mais sur une île, la vie n'est pas comparable. C'est ça, les distances sont toutes petites, on a beaucoup moins de choix, d'offres d'une manière générale, et on se contente en fait d'une vie plutôt simple, j'ai envie de dire. Posez vos valises là-bas. Et comment la vie sur une île au final, parce que vous vouliez vivre cette expérience-là? Oui, on ne pouvait pas rêver mieux parce que bon, les premiers mois, c'était super. Enfin, en fait, c'est pas qu'on ne peut pas arriver mieux, c'est qu'on a aussi vécu le Covid là-bas. Et quand on vit le Covid sur une île et que du jour au lendemain, on ne peut plus quitter l'île parce qu'il n'y a plus de vol, il n'y a plus de connexion aérienne, il n'y a plus de connexion maritime. Hormis pour l'alimentaire, on est paquebot alimentaire, c'est un peu asphyxiant en fait. L'île, c'est génial d'y vivre quand on peut en ressortir librement. Là, on a vécu les deux penchants. C'est une sacrée expérience. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le retour à la simplicité. Et ça permet en fait de remettre un peu les compteurs à zéro en se disant que la vie sur une île, ça coûte cher. Quelle est la priorité? Et on devient effectivement, ce que je disais tout à l'heure, moins matérialiste. On change un peu le cap, priorité dans la vie. On concentre sur l'essentiel. Oui, exactement. C'est un peu ça l'idée. On a passé beaucoup de temps avec nos enfants. Et pour eux, ça a été un moment très important. Le petit nous parle de la vie là-bas sans arrêt, en fait. Je pense on a vraiment vécu ces voyages-là et ces expériences soudent énormément une famille. Je pense que c'est vraiment une expérience hyper enrichissante pour tout le monde. Effectivement, le côté matériel, tout coûte tellement cher en fait. Même ce qui est fait localement, l'artisanat local a un coût. La priorité, c'est de se loger bien. Par exemple, moi qui suis passionnée par la lecture, j'ai beaucoup lu quand j'étais là-bas. Enfin, dans une ville comme Bordeaux où on vivait avant, on a souvent cette tentation d'aller faire du shopping, de sortir dans des bars, des restaurants, etc. On a moins cette offre là-bas. Donc, on se ressent sur autre chose. Tu changes complètement ta manière de vivre au quotidien. Complètement. Et donc, vous êtes resté combien de temps au total? Avec quelle partie en mode libre et combien de temps en mode Covid? Alors, la Polynésie, ça a duré 18 mois. En fait, comme pour le reste du monde, je crois que c'était 3 ou 4 mois de confinement. Je ne me souviens plus exactement. Il a fallu prendre une décision assez radicale. C'est-à-dire qu'en fait, nos économies commençaient à s'épuiser. La Polynésie a décidé de fermer ses frontières. Économiquement, c'était plus viable. Donc, on a dit qu'il fallait actionner le plan B. Le plan B, c'était Madrid. Et donc, on l'a actionné rapidement. On a pris le premier vol pour rentrer sur l'Europe. Et on a enchaîné tout de suite Madrid. Dès que Madrid a rouvert ses frontières, on est venu s'installer pour lancer le plan B qui était reconstruire notre vie professionnelle. Vous avez tous les deux arrêté vos activités presque du jour au lendemain là-bas pour rentrer? Complètement. On a dû arrêter, vendre ce sur quoi on avait investi. Voilà, utiliser nos économies pour tout relancer sur l'Espagne. Et pourquoi Madrid? C'était déjà dans vos têtes? Oui, alors on connaît cette ville depuis pas mal d'années parce que j'ai ma sœur qui y vivait, donc on venait assez fréquemment. Et puis c'était une ville d'Europe dans laquelle on se sentait bien. Le climat, il y avait plein de choses que cochait Madrid. Donc on a décidé de venir s'installer là. Mon mari s'est associé avec ma sœur. D'un point de vue logistique, ça a été assez simple. Pourquoi faire le choix de ne pas rentrer en France justement?
Alors oui, c'est vrai que c'est une question qui nous a été hyper souvent posée. On n'avait pas envie d'un retour en arrière, on avait envie de continuer un peu cette aventure. Parce que finalement, vivre à l'étranger, ça reste encore une aventure. C'est toujours un peu un voyage, on a plein de choses à découvrir dans le pays. Et sur l'Espagne, on a encore plein de choses à découvrir. Ouais, tu voulais encore cette excitation de vivre à l'étranger. Exactement. Et d'avoir un quotidien qui ne ressemble pas au quotidien que tu avais Exactement. en France. Oui, on n'avait pas envie d'un retour en arrière. Ouais, parce que toi, tu considères quand même que le fait d'avoir, si vous étiez rentré en France, c'était un retour en arrière. Ça n'aurait peut-être pas été si on n'était pas rentré sur la même ville. Il aurait fallu aller ailleurs en France qu'à Bordeaux, par exemple, là où on était. Mais on avait envie de poursuivre cette aventure à l'étranger avec nos enfants. On trouvait que c'était une chance de leur donner cette possibilité de devenir bilingue en espagnol. Moi, ça a toujours été un rêve que mes enfants parlent plusieurs langues jeunes. Encore un rêve qui s'est réalisé, c'est chouette. Et donc, non, aucun regret. Ouais, toujours cette soif de continuer. De découvrir. Oui, je trouve que c'est tellement enrichissant. Si on peut le faire et si on a l'envie et la volonté de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas s'imiter, il ne faut pas trouver des excuses. Mais je sais que c'est évident. Ouais, il faut réussir à enlever ces barrières qui nous bloquent. Et franchir le cap. Sortir de sa zone de confort. Je sais, c'est très à la mode, mais c'est vrai. Mais c'est quand même une réalité. Accepter que tout sera passant, mais qu'il y a toujours des bonnes choses à en tirer dans ces expériences. Pour terminer, tu peux nous parler peut-être de vos projets? Non, dans l'immédiat, nos enfants, on les a beaucoup éduqués sur le voyage. Et l'aîné Martin a reçu pour son anniversaire, il voulait absolument aller découvrir une capitale d'Europe, aller visiter Amsterdam, qu'on connaît nous déjà. Il a eu son premier petit guide de voyage et c'est lui qui va faire tout le périple. Donc il est très, très content de cette perspective. Donc on va dire que c'est un petit projet simple, mais pour lui, ça sera notre guide et il en est très, très, très content. Donc c'est son voyage et on fera... Vous allez suivre. Exactement. Je suis ravie parce que je vais me laisser porter. Et après, on a découvert Home Exchange il y a 2 ans. Et on trouve que c'est une assez chouette formule de voyage. Pareil, il va choisir son Home Exchange. Trop bien, tu nous rediras comment c'était du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup Laetitia de nous avoir Merci. accordé du temps, c'était hyper intéressant, on pourrait en parler des heures de ce sujet. Oui, j'avoue que c'est génial de revivre ça en fait au travers d'un interview comme ça, je trouve ça génial. Carrément, puis nous on découvre encore plein d'autres manières de voyager. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye.